Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'explore les nouveaux sentiers de vélo sur neige au parc Forillon en Gaspésie. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors nous voici en compagnie de Vincent Malouin, qui est le coordonnateur aux activités hivernales dans le parc Forillon, dans la région de la Gaspésie. Vincent, merci de nous accueillir sur ce territoire qui est tellement merveilleux en arrière. Ça me fait plaisir. Vincent, j'aimerais premièrement que tu me parles de l'implication du Centre culturel Le Griffon ici au parc. OK, bien, le Centre culturel Le Griffon, c'est un ancien entrepôt frigorifique qui a été rénové, qui est rendu un centre culturel, donc. Mais en plus du centre culturel, on s'occupe aussi d'activités, différentes activités, dont des spectacles, on a de la restauration, des expositions, mais on s'occupe aussi d'activités hivernales au Parc national Forillon. Et donc, un vrai beau terrain de jeu pour s'amuser à l'intérieur du Parc national Forillon, mais dans un territoire de la vallée de l'Anse-au-Griffon. Et là, Vincent, depuis 2 ans, vous avez aménagé des nouveaux sentiers de vélo sur neige. Alors, parle-moi-en. Oui, bien, depuis un certain nombre d'années, on loue des vélos sur neige durant la période hivernale, mais on n'avait pas, à vrai dire, un vrai sentier de vélos sur neige, puis qui se sont développés partout en Gaspésie. Donc, on a développé un nouveau sentier de 3,4 km qui longe la belle rivière de l'Anse-au-Griffon et qui sera un refuge. Beaucoup de gens qui ont découvert pour la première fois ce réseau de sentiers qu'on entretient avec une équipe d'une dizaine de bénévoles. Oui, parce qu'il y a quand même des Gaspésiens qui ont un peu redécouvert le territoire ici du parc Forillon. Oui, je vous dirais que la vallée de l'Anse-au-Griffon, moi je dis toujours, c'est un petit peu le trésor caché hivernal parce qu'on a une belle rivière qui est le principal cours d'eau du parc national. Puis, on a des belles montagnes pour le ski de fond. Puis, la raquette, on peut un sentier de 9 km et vélo sur neige aussi. Donc, avec ce réseau-là, je pense qu'on en a pour tous les goûts. Là. Et on a rencontré des gens qui avaient abandonné le ski depuis plusieurs années. Et là, on retrouve sur les pistes heureux. Mm-hmm. Bien, certainement heureux quand on regarde le paysage. Là, on a le soleil en plus avec nous. Il fait chaud, il fait beau. Est-ce que le vélo sur neige, c'est une activité qui est accessible à monsieur et madame tout le monde? C'est assez exigeant. Tous ceux qui essaient pour la première fois le vélo sur neige, quand ils reviennent, ils nous disent « Oui, je ne croyais pas que c'était si difficile. » Il y a des bonnes chances que, pouf, on tombe, on cale, il faut arrêter, on débarque du vélo, on remonte, on fait un bout, puis on est capable de continuer. Donc, on va faire notre cardio aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que ça va être assez difficile. Moi, Vincent, c'est la première fois que je mets les pieds au parc Forillon. J'ai déjà fait une fois du fat bike, mais jamais dans ces conditions, puis jamais dans ce panorama magnifique. Donc, tu vas être mon guide aujourd'hui. Oui, ça va me faire plaisir. Ben, fait qu'on va surtout rire. Oui, rire, avoir du plaisir, mais ça ne sera pas forcé, c'est sûr. Moi, je suis Vicky Boulay, je suis la conservatrice au Musée de la Gaspésie. L'exposition à la Confluence des mondes, c'est la nouvelle exposition permanente du Musée de la Gaspésie. Puis ça couvre une très grande période chronologique. Donc, on part de la formation des Chic-Chocs jusqu'au début du 21e siècle. Je m'appelle Martin Roussy, je suis directeur général du Musée de la Gaspésie. C'est la 6e exposition permanente que le Musée de la Gaspésie met en place depuis 1977. Même si on parle de la même histoire, c'est-à-dire de l'histoire de la Gaspésie, l'angle qu'on a donné pour parler de cette histoire-là, c'est de voir la Gaspésie pas seulement comme la fin des terres ou le bout du monde, mais plutôt le début du monde connecté par la mer avec le reste de l'Europe, de l'Amérique du Sud. Donc, cette Gaspésie-là, qui par la mer s'est fait visiter. Les Mi'kmaq sont les Premières Nations qui habitent le territoire de la Gaspésie. Donc, l'espace qu'on a voulu accorder à l'histoire des Mi'kmaq dans l'exposition, ça a été quelque chose de très important pour nous. La Gaspésie est quand même
une terre d'accueil, puis ça fait aussi référence au titre de l'exposition à la Confluence des mondes, où on vient remettre un peu en contexte le mot de confluence, qui est une confluence, c'est un endroit où se rencontrent plusieurs cours d'eau, mais pour nous, la Gaspésie, c'est aussi un endroit où se sont rencontrées différentes nations, différentes ethnies et différentes cultures qui vont donner naissance à notre culture toute particulière gaspésienne. C'est sûr que les nouvelles technologies nous aident aussi à raconter notre histoire de façon différente parce qu'on arrive à intégrer des éléments qui peuvent faire vivre des émotions, qui peuvent animer certains moments historiques qu'on veut raconter. On aborde l'arrivée de Jacques Cartier à ce qui s'appelait avant Anguedo, qui aujourd'hui s'appelle Gaspé, la fameuse plantation de la Croix. Ça, c'est un moment symbolique. Sauf que là, tu vois, on a donné à ça un angle différent, c'est-à-dire qu'au lieu de le raconter du point de vue de Jacques Cartier, on a décidé de le raconter du point de vue de Donnacona, qui est un grand chef iroquoien et qui a fait la rencontre donc avec Jacques Cartier et ce moment-là clé de notre histoire, mais c'est de son point de vue qu'on le raconte. Et la façon dont on a décidé de le démontrer, ce moment-là historique, on va projeter du mapping qui va animer les bus. Donc, les bus vont se mettre à parler et Donnacona aussi va apparaître aux yeux du public. Et à trois, ils vont nous raconter cette histoire-là de l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé. Donc ça, c'est intéressant. En tant que conservatrice, j'ai un volet de mettre en valeur les objets de nos collections. Par exemple, une navette à filet qui était utilisée pour confectionner des filets pour pêcher la bouette, donc les appâts qu'on utilisait pour aller pêcher la morue. Pour moi, c'est pas juste une navette à filet, c'est une navette à filet qui a appartenu à quelqu'un dans un moment donné, à une époque précise. Puis ça nous renseigne sur l'histoire de Monsieur, Madame, tout le monde. Oui, l'histoire des grands personnages, des grands événements, c'est intéressant, mais c'est aussi le fun d'aller plus particulièrement dans le détail de chacun des objets. Donc, il y a des gens qui ont pioché vraiment fort pour qu'on arrive là aujourd'hui. Puis je me sens privilégiée de pouvoir être en contact avec tous ces objets-là qui rencontrent plein de belles histoires. Quand l'exposition a été créée, imaginée, c'était vraiment pour que plusieurs publics, peu importe leur niveau de connaissance de l'histoire, leur intérêt à ça ou leur temps pour visiter, on puisse satisfaire à peu près tout le monde, le plus possible. Donc, les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'animations, d'illustrations animées, les îlots interactifs peuvent y trouver leur compte. Quelqu'un qui est féru d'histoire, qui a le goût d'en savoir davantage, bien, il y a déjà beaucoup d'informations juste à faire le tour de l'exposition, mais en plus, on a ajouté des codes QR dans certains moments de l'exposition où finalement, on a accès à ce qu'on appelait l'autre salle d'exposition, celle qui est sur le site web, donc virtuel. Et là, il y a vraiment beaucoup plus d'informations, on va beaucoup plus en profondeur, avec des éléments ludiques aussi et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des niveaux de lecture suffisants pour satisfaire à peu près tous les visiteurs. Antoine Nicolas, propriétaire de l'entreprise Un Océan de Sava. Donc c'est une compagnie en fait qui récolte et transforme et distribue des algues marines qui sont récoltées au Québec. Et on est certifié biologique et on est certifié pêche durable. L'objectif en fait, c'était vraiment monter une entreprise en aquaculture avec le respect de l'environnement. On essaie de faire rimer écologie avec économie. Parce qu'en fait, si je détruis l'environnement, je détruis mon entreprise, mon modèle d'affaires derrière. Tous les économistes sont d'accord pour dire que ça va coûter plus cher de reconstruire que de préserver. Une journée de récolte peut durer entre 12 et 14 heures. Donc, habituellement, je commence avec le lever du soleil, voire une demi-heure avant. Le matin, c'est sûr qu'on a toujours moins de vent. Comme on a moins de vent, on a moins de vagues. Quand on a moins de vagues, ça reste quand même plus facile à travailler. Je choisis mes secteurs de récolte en fonction des conditions météo. En allant en plongée, on est peu tributaire des marées. Là où ça va me déranger, les marées, ça va être plus l'hiver, si on a de la banquise, parce qu'on récolte à l'année. En récoltant à l'année, si on a de la banquise dérivante et puis que la mer monte, la banquise va venir nous resserrer sur le bord. J'ai fait un tournage avec un vidéaste sous-marin. La banquise revenait vers nous,
puis il fallait qu'on sorte de l'eau sans se faire écraser par la glace, là. Fait que c'est une dynamique qui est complètement différente encore de plonger l'hiver. Une algue se conserve moins longtemps qu'un poisson. Il faut vraiment, nous, quand on les récolte, on les met en glacière dès qu'on les sort de l'eau, de façon à garder la qualité optimum pour la conservation derrière, la transformation. Puis on les transforme dans les 24 à 48 heures de la récolte. Une fois que c'est sec, ça peut se conserver des années sans aucun problème. En fait, les algues, il faut vraiment regarder, on est vraiment à mi-chemin entre un légume, un complément alimentaire, voire un médicament. Si on regarde le côté légume, c'est facile. Ça reste une plante, c'est un végétal qui vit sous l'eau. Donc, on peut le cuisiner comme un légume, sur le même principe. Nous, notre jardin, il est sous l'eau. Je suis agronome des fonds marins, je suis membre de l'Ordre des agronomes du Québec, mais vraiment en transformation des produits de la mer. Complément alimentaire, si on regarde par exemple la nori verte ou spiruline marine, fait que ça c'est un nom qui lui vient d'Irlande. C'est pas tout à fait pareil que l'autre spiruline, mais elle est 20 fois plus riche en fer, parce qu'elle vit dans la mer. Quand je vous dis 20 fois, ça veut dire qu'on a 2760% de vos apports en fer recommandés sur 15 grammes d'algues sèches. Fait que c'est hallucinant, là vous allez rouiller. Là. On a des rouges également, bacon de mer ou dulce ici. Fait que légèrement grillé avec un petit peu d'huile, c'est là qu'on l'appelle bacon de mer. On la mange comme des chips. Puis vous avez des brunes. Les brunes ici, vous avez le varech ou fucus. Vous avez la combo royale ici également. Bon, ça, c'est un très jeune spécimen, mais ça ressemble à ça, la combo royale. La lasagne de mer, en fait. Ces algues-là peuvent être utilisées aussi pour faire des médicaments. Certaines de la même famille que celle-ci peuvent être utilisées pour réguler la glycémie. Les algues brunes sont aussi utilisées pour soigner l'arthrite. Il y en a qui sont également utilisées pour soigner le cancer. Fait qu'on va chercher des molécules d'intérêt et puis on va concentrer ça puis mettre ça dans un médicament. On peut tout faire avec les algues. De l'aliment pour les animaux. On travaille avec Wilder et Harrier, par exemple, pour la nourriture pour chiens. On travaille, par exemple, avec Symbiosis, qui est une entreprise qui transforme nos algues pour faire des pestos, des saucissons aussi. Donc, on peut mettre ça dans la charcuterie aussi. On travaille avec Isabelle Huat, donc la docteure en nutrition qui met en fait des algues dans son mélange d'épices pour poissons. On a travaillé depuis le début de l'entreprise avec 5 ou 6 microbrasseries qui ont fait des produits différents avec les algues. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel à ce niveau-là. On a aussi des chocolats aux algues. On travaille avec une petite chocolaterie, donc on peut jouer aussi sur le salé sucré. Puis on travaille avec plus de 300 points de vente à travers le Québec. On a travaillé avec plus de 150 restaurants depuis le début de l'entreprise. Arnaud Marchand et Jean-Luc Boulet ont également monté un livre sur les algues qui s'appelle « Le garde-manger boréal ». Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant de voir comment cuisiner ou se réapproprier la cuisine boréale. Il y a vraiment un océan de possibilités. En fait, les algues, il faut vraiment voir que c'est un aliment d'avenir. On est de plus en plus nombreux. On a de moins en moins d'espace. Fait qu'à un moment donné, les jardins vont devenir sous l'eau. Fait qu'il faut vraiment cultiver la mer. Il y a vraiment quelque chose d'écologique, de durable à valoriser ça. On a une mine d'or au fond de l'eau, au fond du Saint-Laurent. Et en allant rencontrer directement les gens, en leur faisant goûter le produit, on crée un intérêt, on crée un engouement pour le produit. Et puis c'est ça va de fil en aiguille après derrière. Bon, nos beaux fat bikes. Oui. Quelques petits ajustements. Comme on peut le constater, pour un vélo comme ça, la barre est un peu plus basse parce qu'on débarque souvent rapidement parce que ça arrive aussi qu'on tombe rapidement. Oui. Mais au moins, quand on tombe sur la neige. On tombe sur la neige, on tombe sur le côté, fait que c'est un peu moins dangereux. Puis il faut faire des ajustements pour le casque. Le casque doit être bien ajusté parce que quand on arrive dans la forêt, les branches arrivent vite. Ah. Fait que normalement, on va s'essayer à partir d'ici. Ouais. Puis si on voit que ça défonce, on marchera. D'accord. D'un côté. Oups! Voilà. Non, ici, c'est vraiment trop mou. Quoi? C'est vraiment trop mou. C'est mou ici, hein? Ah ouais. On va se rendre On va le faire un peu plus loin? On va se rendre au début du sentier. OK. Ça risque d'être un peu mieux dans le sentier lui-même. Qui est protégé du soleil. Protégé du soleil, on devrait être en mesure d'être capable de faire quelque chose d'intéressant. Ah, c'est un peu mieux, oui. Yes.
Wouh! Youhou! Puis, ce que les gens recherchent, c'est un peu ça, un sentier avec des courbes, des arbres, quelques défis, des descentes. Et voilà! Oh! Ah, je te dépasse! C'est bien, c'est bien! Faut vraiment rester dans le sentier. Tu vois, Alicia, même des journées comme ça où c'est difficile, c'est un grand plaisir de faire du vélo sur neige parce qu'il fait beau. Ça a été l'histoire de tout notre hiver, du beau temps. Puis il fait pas froid, on tombe un peu, mais c'est pas grave. Puis on apporte souvent un bon petit lunch, puis on peut se rendre à 3,4 km dans le cas de notre sentier, mais c'est super, tu sais. Il y a beaucoup de plaisir. C'est ça. On respire l'air frais, ça fait du bien de faire du sport à l'extérieur, on le sent. Ça fait différent aussi. Oui, puis de tomber dans la neige, c'est juste normal. Oui. En fait, si on tombe pas, c'est pas normal. Non, c'est ça. Surtout dans ces conditions-là. Fait que c'est beaucoup de plaisir. Fait qu'on on continue? On continue. OK. Une belle montée. Ça refroidit en tout cas, ça fait du bien. Alors, on le voit tout de suite, hein, quand on est dans un autre secteur où il y a plus de soleil, ben, les conditions changent rapidement. Ah non, c'est conditions vraiment, là, pouf, direct au fond. C'est quand même le fun comme bureau, je trouve. Oui, c'est un beau terrain de jeu. Moi, je manque de temps. On continue? Je te regarde avant. On est reparti. On a ici le traceur, il faut le dire, fait maison. Parce que dans le fond, le traceur, ce qui permet, c'est d'avoir des pistes uniformes. Fait que ça, après une tempête, on traîne ça avec une motoneige, puis on fait l'aller-retour dans le sentier. Fait que ça fait un beau sentier lisse qui, normalement, durcit la nuit. Puis après ça, bien, ça fait des meilleures conditions pour le vélo sur neige, là. La petite histoire, c'est qu'à un moment donné, on a mis ça sur le Facebook du centre. Si quelqu'un avait des poids à se départir, des haltères. Fait que pas trop de réponses, mais à un moment donné, les gens arrivaient chez moi, puis ils mettaient ça à côté de la maison. À côté de la maison, j'en ai 5-7. Voilà. Ah ben, Retour au point de départ. mission accomplie. Mission accomplie. Il y a eu quelques défis quand même, hein, avec les températures d'aujourd'hui, mais ça a bien été. Oui. Une belle activité vraiment à faire l'hiver ici dans le parc. Et on peut faire du fat bike également l'été. Oui, oui, on peut faire du fat bike sur les plages, mais on peut aussi en faire comme un vélo de montagne en forêt, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Nous, l'été, on loue les vélos sur neige aussi pour les gens qui veulent venir faire une tournée ici. C'est un 9 km d'un beau sentier pour observer la faune, mais aussi sur la plage à Lanse-au-Griffon. Donc vraiment, Vincent, une activité incontournable à faire ici, le fat bike. Merci encore de m'avoir amené dans le parc. Magnifique première expérience. Ça me fait plaisir. Bienvenue.